Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser les parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres, à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi ces conversations enrichissantes, inspirantes et pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié une fois par mois. Pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial. Alors, découvrons-le tout de suite et surtout, bonne écoute. Salut Marc. Comment ça va? Très bien et toi? Ouais, très bien Yannick, merci. Ok, je suis très content qu'on puisse se rencontrer. Bah oui, moi aussi, Se depuis le temps. revoir, parce que on se connaît depuis quelques années maintenant Ouais, et ouais, là, ça remonte, ouais, ça remonte. et ça s'y prête bien à mi-parcours. Ouais, Qu'est-ce qu'on va se mi-parcours, dire? mi-parcours, ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Si tu devais définir ton parcours en 3 mots, lesquels seraient-ils? On parle de quoi? Parcours professionnel, parcours Parcours de vie, en 3 mots? en 3 mots. Je dirais apprentissage, erreur et expérience. Ok, merci beaucoup. Et pourquoi apprentissage? Apprentissage parce que moi j'ai eu un parcours alors, tant sur le plan professionnel que sur un plan perso, j'ai eu un parcours assez, je veux pas dire chaotique, mais fait de rebondissements. D'accord. C'est-à-dire que j'avais, bon c'est toujours le cas, mais j'ai plein de rêves dans la tête. Je suis quelqu'un qui a toujours envie de faire plein de choses. Et puis du coup bah en fait j'ai appris beaucoup de choses dans plusieurs domaines. J'ai eu une phase dans ma vie où, comme j'avais envie de faire plein de choses, je me disais, il faut que j'emmagasine le maximum de compétences, de connaissances, et ça touchait à tous les domaines, hein, et beaucoup de domaines. Et puis en fait, avec le temps, on se rend compte qu'il y a des compétences qui ne nous serviront pas forcément là où on veut aller, mais il y a cette phase-là d'apprentissage. Donc je me suis donné, j'ai passé du temps à apprendre des choses, que ce soit sur le plan de la musique, sur le plan de l'art de façon générale, sur le plan du commerce, même sur le plan des relations humaines, j'ai appris plein de choses. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Erreur. Pourquoi erreur? Erreur parce que quand on a appris beaucoup de choses, on pense à un certain moment pouvoir être capable de se lancer dans un domaine en particulier en se disant j'ai appris tant sur ça donc je peux le faire. Sauf que le fait d'avoir appris plein de choses et ne pas avoir appris une chose en particulier fait qu'en fait on est bon dans plein de domaines mais on n'est pas excellent dans un domaine en particulier. Tu vois. Et donc c'était ça l'erreur. Et du coup en fait le fait de vouloir mettre ces choses qu'on a appris en pratique, ça marche un temps et puis à un moment donné, on se retrouve face à un plafond de verre, et puis on se dit, bah, en fait, finalement, j'aurais peut-être dû prendre le temps d'apprendre un peu plus un domaine en particulier. Puis, en fait, c'est ce qui fait qu'on fait des erreurs. En fait, on tente des choses. Bah, en fait, ça marche un temps, mais comme on n'a pas beaucoup plus de compétences qu'il faut pour aller plus loin, bah, en fait, on se mélange les pieds dans le tapis, et puis on est confronté à des choses qu'on fait, des conséquences des actes qu'on a posés qui nous reviennent et tout ça, alors que si on était mieux formé, il y a des erreurs qu'on n'aurait pas faites. D'accord, ok. Et expérience? Bah, justement, du coup, l'expérience vient du fait que, comme on a fait ces erreurs-là, on tire des leçons, on se dit, bon, ça, je l'ai fait, je sais ce à quoi ça mène, je le referai pas, ou alors je le ferai, justement, je le ferai mieux, parce que je sais que si j'avais mieux fait la dernière fois, je serais arrivé là. Il y a plein de choses. Ça peut être sur le plan du business, ça peut être sur le plan des relations humaines, ça peut être sur le plan même sur le plan professionnel, dans le travail, plein de choses. Et du D'accord. coup, on prend l'expérience de toutes tes erreurs-là et on en fait quelque chose de bien, quoi. Ok, super. Mm. Franchement, en t'écoutant, je sens que cet épisode va être un truc de ouf. Parce qu'en fait, toutes tes interrogations, les mots que tu as choisis sont en fait mes interrogations. Ouais, c'est vrai. Et j'ai l'impression que tu parles de moi, en fait. C'est ça que c'est ouf. Ok, on va parler, on va voir qu'est-ce qu'on en tire. Tant mieux. Ok, donc dis-moi, qui es-tu? Ou dis-nous, qui es-tu? Qui est Marc? Marc, c'est un jeune garçon qui est né en Côte d'Ivoire, qui est arrivé en France très jeune, avec ses parents séparés. Alors, je dis ça parce que ça comptait aussi dans mon parcours. Je suis père de 2 enfants aujourd'hui et je suis un jeune révolutionnaire dans l'âme. D'accord.
Ok. Ouais. Ok. Et quelles sont tes activités? Là, aujourd'hui, je travaille pour Saint-Laurent, la marque Saint-Laurent. Je suis conseiller clientèle chez Saint-Laurent. Alors, j'ai travaillé pour Saint-Laurent il y a très longtemps. J'ai arrêté, j'ai fait plein de choses après. J'ai monté plein de business derrière. Et puis, j'ai eu envie de revenir, de reprendre un peu ce que je faisais. Donc, je suis conseiller clientèle chez Saint-Laurent aujourd'hui. D'accord. Tu es venu à quel âge en J'ai France? 8 ans. T'avais 8 ans. Mm. D'accord. Non, mais je t'ai dit, comme je t'ai dit, franchement, cet épisode va être un truc de ouf parce que déjà, moi aussi, je suis venu à peu près en France à l'âge de 10 ans. Ok. Donc, on va D'accord. faire des Ok, grosses ouais. expériences, on Ouais, va faire. Ok. c'est pas mal. Ça marche. Sympa. Ok. Donc là, retournons tout de suite dans le passé. Ok. Avant 8 ans, Ouais. né en Côte d'Ivoire. Et en Côte Tu es d'Ivoire. né dans quelle ville? Alors, je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents vivaient ici. Mon père vivait à Nice, puisqu'il a fait ses études ici. Il vivait à Nice. Ma mère l'a rejoint un peu plus tard. Et quand ma mère est tombée enceinte de moi, ils ont décidé de rentrer parce que ma mère voulait être proche de ses parents au moment de l'accouchement. Donc, ils sont rentrés. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans. On est revenus. Ils se sont séparés. Mon père est allé vivre aux États-Unis. Ma mère est restée en France. D'accord. Voilà un peu de façon D'accord. très schématique. Ok. La vie à Abidjan, comment c'était? Abidjan, c'est Abidjan. Hein. J'ai Non, jamais mais alors été. après, il y a moi qui ai eu la chance d'y être né, il y a deux aspects. Il y a ce que la vie était à l'époque, puis à ce qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'y retourne régulièrement. C'est pas du tout la même chose. Avant, il y avait cette espèce d'insouciance. C'est que, un exemple tout concret, nous, on a grandi dehors. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Elle avait une grande maison. On était plein de petits-enfants dedans. Et puis, nos parents nous laissaient avec les grands-parents. Et puis, on était élevés par les plus grands cousins et la grand-mère. Et on vivait dehors. En fait, on sortait très jeune. Hein, on partait, on se baignait dehors quand il pleuvait. Enfin, c'était... Et il y avait cette insouciance. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de surveiller l'enfant tout le temps. Il faisait ses propres expériences. Aujourd'hui, c'est différent. Les choses sont beaucoup plus compliquées, il y a beaucoup plus de risques, il y a plus de dangers. Le monde est tellement ouvert aujourd'hui que les enfants ne font pas les mêmes expériences que nous, on a pu faire avant. Donc, c'était une belle époque, c'était une belle époque. Ok, ça Ouais. marche. Et quel a été du coup, dans ce parcours-là, à Abidjan, parce que là, je suis vraiment sur l'aspect Mhm. avant 8 ans, hein. Quel a été le parcours scolaire? Les valeurs, la question pour savoir quel est le système moral, quelles sont les valeurs morales que tu es en train de développer, tes habitudes de vie, tes habitudes Et toi, d'être humain. Abidjan? Ouais, Ouais. Abidjan. Moi, j'ai grandi avec, c'est une éducation plutôt à l'ancienne, hein. C'est que, il y a un truc tout bête, c'est que quand tu croises un adulte dans la rue, tu l'appelles tonton. T'appelles jamais l'adulte, même si c'est un membre de ta famille, t'appelles jamais l'adulte par son prénom, déjà. Il y avait une chose aussi qui était très importante, c'était que un enfant dans le quartier, en fait, c'est l'enfant de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne laissera jamais, peu importe la relation qu'on a avec l'enfant, le lien qu'on a avec lui, qu'on ait un lien ou pas d'ailleurs, on ne laissera jamais un enfant, si on le voit faire une bêtise, on ne le laissera jamais en se disant, de toute façon, c'est pas mon gosse, c'est l'enfant de tel. En fait, on va le gronder sur le moment. C'est-à-dire que tu vois des gens passer dans la rue, tu ne les connais pas. Si tu es en train de faire une bêtise, tu peux être sûr que tu vas te prendre te Soufflante. prendre une grosse soufflante. En fait. Et ça, D'accord. c'était bien. En fait, c'est vraiment l'enfant appartient à tout le village. Oui. Et tout le monde veille à l'éducation des enfants. Oui, l'éducation à l'africaine, quoi. Exactement. Ce D'accord. qui manque un peu aussi aujourd'hui, on est dans un système un peu plus individualiste, qui est d'ailleurs en train de se déporter en Côte d'Ivoire. Mais oui, avant, c'est ce qui a fait aussi que ma génération, on a encore ce truc-là de se dire, en fait, faut respecter les gens. Peu importe qui t'as en face de toi, tu sais pas qui c'est. Faut apprendre à respecter les gens. Ça se perd aujourd'hui. Enfin, bref, je sais pas non plus. Ouais. Non, mais c'est bien. Tu as un regard sur ta Oui, génération, voilà. sur Après, le monde qui t'entoure. chaque génération est différente. Les choses évoluent différemment. Les générations plus jeunes aujourd'hui ont vécu aussi des choses que nous, on n'a pas vécues. Enfin, quoique, même s'il y a on peut discuter là-dessus, mais tu vois, le système éducatif est différent. Aujourd'hui, on prête une attention très particulière aux enfants. Une attention qu'on prêtait pas forcément avant. C'est-à-dire que ça peut amener aujourd'hui à des choses où l'enfant peut se sentir un peu roi, ou des choses comme ça. Alors que, à notre époque, enfin, quand moi j'étais plus jeune, quand j'étais encore un enfant, l'enfant, c'était le dernier à parler, par exemple, tu vois. Quand on mangeait, l'enfant, il mangeait à part. C'est-à-dire il mangeait quand les autres avaient mangé. Voilà, on servait pas l'enfant avant, on faisait pas manger l'enfant avant. C'était vraiment, t'apprends, en fait, tu nous regardes faire et tu fais pas avant nous, en fait. D'accord. Et du coup, ouais, pour revenir sur le parcours scolaire, dans ce cas-là, Mhm. à Abidjan,
École classique, école privée, école Alors, publique? école, mix des deux, école privée, école publique. Alors après, bon, moi, j'ai pas de souvenirs très, très distinctifs entre les deux systèmes scolaires parce que c'était quand même il y a un moment. Mais c'est toujours l'éducation africaine, c'est que quand D'accord. le maître rentre, tout le monde se lève, bonjour monsieur. Il y avait encore les coups de règle sur les doigts, il y avait encore les chicottes. Enfin, c'était ah oui, c'était bien dans un sens parce que ça permettait effectivement d'être carré en fait. L'idée c'était de pas se manger les coups de chicotte. Donc forcément tu faisais tout ce qu'il fallait pour pas t'en prendre. D'accord. À côté de ça, on peut discuter aussi des méthodes parce que forcément il y avait des abus et puis ça fait des gamins qui perdent pas forcément confiance en eux, qui sont voilà, on peut discuter. Mais dans l'ensemble, moi je pense que si c'était à refaire aujourd'hui, ouais. Donc là, on revient, donc on arrive à Paris à Mmh, l'âge de 8 ans. mmh. Comment tu vis ce Alors, changement de faut pays? savoir que moi j'étais un garçon. J'ai eu de la chance parce que mes parents, comme ils avaient vécu ici, ils étaient un peu imprégnés de la culture occidentale. Et même étant en Afrique, voilà, mes parents gagnaient bien leur vie, donc pas en, j'étais pas nécessiteux. Donc j'avais déjà accès à certaines choses que les gamins, enfin auxquelles les gamins d'ici avaient accès. Et donc quand je suis arrivé, je retrouvais que certains codes, ça m'a permis une intégration plutôt facile. Par contre, ce qui a été dur, c'était j'avais l'accent. Mmh. Ça c'était très compliqué parce que les moqueries des gamins, les gamins sont cruels entre eux. Mmh. J'avais l'accent, j'étais très discipliné, ce qui est pas forcément le cas ici. Et j'avais ce truc encore de me lever quand le maître rentrait ou la maîtresse rentrait, même au collège, hein, ça continuait au collège. Et puis en fait, je me faisais toujours railler, tout le monde se moquait de moi, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise, bah en fait, stop. Et là, je suis devenu une canaille. D'accord. En Ah fait, ouais. je suis Il n'y a passé pas du de juste tout milieu, là, quoi. je suis passé du tout. Mais en fait, il fallait s'adapter. Ouais. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un endroit j'ai grandi à Épinay-sur-Seine dans le 93. D'accord. C'était pas la meilleure ville pour un gamin qui arrivait je vois. Ouais. Même s'il y a des gamins, je pense, qui sont très bien sortis là-bas, mais Ouais. moi, j'ai été très, très vite influencé, dans le mauvais sens. Bon, après, j'avais quand même mon éducation qui me permettait j'avais mon père qui était derrière aussi. Même s'il était plus avec nous, il vivait aux États-Unis déjà à cette époque-là, mais bon, je l'avais une fois au téléphone par semaine et c'est comme s'il était avec moi tous les jours. D'accord. D'accord. Et ouais, donc j'étais très partagé. Et parfois ça frôle un peu la schizophrénie, tu vois, ça frôle un Ok. peu, quand tu rentres chez toi, t'es une personne, quand t'es dehors, t'es une autre personne. Donc c'était toujours délicat. Mais ça fait de belles expériences. Bien Ça sûr. fait qu'aujourd'hui, je suis aussi bien à l'aise avec des gens enfin des Africains, ou aussi bien à l'aise avec des gens d'ici, et puis de tous les milieux, parce que Tu sais ce que c'est d'être un étranger, tu sais ce que c'est d'être exactement, un autochtone, en tout cas, si on peut dire exactement. ça Ah comme oui, ça, non, mais quoi. c'est ça, c'est ça. D'accord. Et comment, avec ces difficultés-là, comment tu vis ton parcours scolaire? Donc, à Bah, l'âge de 8 ans, tu arrives à quoi? À CE2, CM1? Moi, j'étais très précoce. Oui. Je suis arrivé, j'avais 8 ans. Moi, j'étais en CM1 Ouais. et j'étais très, très doué, vraiment. Et les maîtres étaient impressionnés. Mes parents étaient convoqués tout le temps. Mais comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça. Enfin, j'étais vraiment très, très bon à l'école. Et puis au collège, ça s'est gâté. Alors, j'ai pas fait la quatrième. J'ai sauté la quatrième parce que les profs estimaient que j'en avais pas besoin. Donc oui, c'est quand je suis arrivé en troisième que là, j'ai vrillé complètement. Et bizarrement, c'était la classe où il fallait faire le plus attention parce qu'il y avait le brevet. Mais quand je suis arrivé en troisième, et le brevet, j'ai même pas le souvenir d'avoir travaillé pour ça, en fait. J'étais très bon. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu aussi le soutien des profs et des maîtres et tout ça parce que je faisais le boulot. Même si après, le comportement n'a pas suivi, mais je faisais le boulot. Donc, quand il y avait un problème, ils avaient plutôt tendance à se dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est pas comme ça. Donc, il cherchait à comprendre plutôt que de me gronder et de me mettre un mot dans le cahier tout de suite. Oui. Il cherchait plutôt à comprendre. Il me parlait beaucoup. Et ça m'a aidé. Et je sais que c'est pas forcément le cas de tous les autres gamins dans ces quartiers difficiles-là parce que les profs n'ont pas forcément le temps. D'accord. Mais ouais, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, ma chance a été que mes parents, effectivement, comme je disais, avaient déjà un pied ici et que j'ai eu de la chance. Voilà, j'avais à portée de main ce qu'il fallait pour s'instruire, pour apprendre des choses, même en termes de culture générale, j'étais plutôt avancé. Donc ça m'a aidé. D'accord. Mmh. D'accord. Et quel était le rêve de Marc à cette époque?
de l'enfant que tu étais? Moi, je voulais, Les rêves. quand j'étais jeune, moi, il y avait un truc qui me passionnait, c'était les avions. Je voulais être pilote. Parce que mon père bossait dans l'aviation. Et ça, ça me passionnait. Et puis bon, après, en grandissant, on découvre d'autres choses, on découvre d'autres métiers. Quand je suis arrivé au collège, je voulais plutôt être avocat. Et puis après, je voulais être artiste. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai même fait des écoles. Bon, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. Bien Mais sûr. en fait, en fonction des épreuves, j'allais dire des épreuves pas forcément, mais du parcours qu'on a sur une période donnée, une petite période, en fait, les rêves s'ajustent, quoi. Oui, ok. Mm. Je pose cette question-là parce que pour moi, il y a vraiment un point très, très important sur le rêve, Mm. le premier rêve d'un enfant. Mm. C'est une question que je pose quasiment à chaque personne avec qui j'ai une conversation un peu poussée. C'est une question que je pose systématiquement. Quel est au plus loin que tu t'en souviennes, quel est En fait, ton si premier tu rêve? veux, sur le plan professionnel, c'est-à-dire en termes de métier, comme je te disais là tout à l'heure, moi, j'étais fasciné par les avions. Il y avait deux choses que j'aimais, c'était les Porsche et les avions. Et à chaque fois, parce que mon père, quand il revenait de mission, quand il retournait à Abidjan, il amenait toujours des petites les figurines, là, les voitures, les Porsche. Et lui aussi était fan de Porsche. Donc on collectionnait les Porsche. Moi, je m'amusais à les démonter pour voir ce qu'il y avait dedans. Énorme. Et j'avais une panoplie de petites voitures. Et j'avais les avions, parce qu'ils m'emmenaient aussi parce qu'ils bossaient pour Air Afrique à l'époque. Et à côté de ça, ça c'était plutôt sur le plan métier. Mais sur le plan humain, moi, il y a un truc qui m'a toujours, et ça m'a d'ailleurs causé pas mal de problèmes dans mon parcours, mais moi, j'ai toujours voulu aider les gens. C'est-à-dire que j'ai un souci avec l'injustice. C'est-à-dire que je ne conçois pas que on puisse faire une injustice à quelqu'un qui est à côté de moi ou quelqu'un même forcément que je connais pas. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas lieu d'exister. Quand je vois quelqu'un dans le besoin, je me sens forcément obligé de l'aider, même si c'est pas toujours, j'allais dire bien, mais c'est pas toujours possible. Mais je me sens, ça, et ça m'a coûté pas mal de fois, enfin, ça m'a coûté beaucoup de choses dans ma carrière. D'accord. Mais ça, c'est un truc qui voilà, c'est aider les gens. Moi, ça a été un truc dans ma vie, c'était vraiment les gens, les humains. Ok. Donc, je comprends pourquoi tu as parlé de jeunes révolutionnaires tout à l'heure. Voilà. Ah, ok. Exactement. Exactement. Tu vois, effectivement, ouais, ça suit le fil. Ok. Mais oui, Ok. c'est important pour moi, ça. Tu dis que ça t'a coûté des choses. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Parce que tu as parlé d'erreurs tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Bah, Un exemple. ça fait partie des erreurs. Bah, Un des plus gros exemples que tu aies peut-être par rapport à ça. Le fait d'avoir voulu aider quelqu'un et finalement tu t'es mis toi-même en porte-à-faux. bah, tu vois, bon, c'est un peu, ça va un peu plus loin, mais une fois, je bossais dans dans une boutique où j'étais directeur de la boutique. Et on avait les big boss de la société à l'époque, c'était des gens, avec un management assez dur, tu vois. C'était vraiment, on presse les gens jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, on les jette et on les remplace, tu vois. C'était vraiment ça le truc. Sauf que moi, j'avais déjà un mental d'acier. Moi, ça marchait pas avec moi, tu vois. Sauf que moi, j'avais des gens à ma charge. J'avais des gens à gérer, tu vois. Et les directives que moi, j'avais de ma direction, c'était le schéma qu'ils avaient en tête, c'était de l'appliquer sur les jeunes que moi, j'avais à ma charge. Et j'ai toujours eu ce truc-là de me mettre entre les gens et de dire non, en fait, je peux pas leur faire ça, tu vois. Et même quand j'étais pas là, et que je revenais au boulot et j'avais des échos de ce qui avait été fait, je montais toujours au créneau en disant mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Enfin, et voilà, et du coup, bah, il y a un moment où en fait, j'en pouvais plus, c'est parti au clash, j'ai même fait une dépression, c'est parti au clash et compagnie, parce que je protégeais les autres. Alors que j'aurais très bien pu mettre au diapason de ce que ma direction me demandait, et puis j'ai été licencié pour ça, tu vois. Il y a eu plein d'autres histoires comme ça, hein, où des gens que j'ai aidés, tu vois, qui se sont retournés contre moi après dans le boulot, tu vois, qui ont été raconter des choses sur moi, à ma direction, enfin, plein de choses comme ça. D'accord. Et qui aujourd'hui ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont Ouais. à des postes incroyables, tu vois. Et moi, à côté, j'ai tout perdu parce que une fois que tu as des mauvais échos enfin, les gens, ils cherchent pas forcément à comprendre. Ils ont entendu une chose sur toi, ils se font une idée, même si après, toi, t'arrives avec ton discours, c'est un peu trop tard. D'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est à force de vouloir
de vouloir aider les gens. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'un service, c'est des gens que moi j'ai recrutés, hein. Tu vois quelqu'un qui a besoin d'un service, je le pousse, tu vas-y, tiens, je fais tout pour toi et tout ça. Et puis la personne arrive là, puis à la moindre occasion qu'elle a de te descendre, elle hésitera pas. Ouais. Tu vois. L'être humain. Les humains, Ouais. les humains. Mais c'est complexe. Mais c'est complexe, c'est ouais. ça, c'est complexe. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et oui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans de vouloir comprendre l'être humain, c'est sa complexité. Ouais, mais faut pas chercher à comprendre. En fait, moi, c'est ça qui me, et aujourd'hui encore, bon, je te dis ça, il y a des gens, il y a un tas de gens que j'ai aidés, tu vois, il y a des gens à qui, que j'ai fait rentrer dans des, bon, là, je parle encore sur le plan professionnel, mais quand j'ai fait rentrer dans des sociétés, parce qu'ils étaient en galère de taf, moi, je me porte caution quand je fais ça, parce que moi, je suis bien vu, donc ma parole a un poids. Et je te fais tout pour que tu puisses arriver là, t'es bien, et puis en fait, tu te dis, bah, en fait, c'est de la merde, non, et puis tu commences à plus venir, tu fais 1, 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts. Puis là, moi, ça se ressent contre moi, oui, mais ton gars, bah oui, mais moi, je t'appelle, oui, non, laisse tomber et tout, finalement, ça me plaît pas. Moi, derrière, moi, ma parole a plus de poids, en fait. C'est que tout ce que je peux dire derrière, ça vaut plus rien. Ok. Tu vois. Oh. Ah oui, Ouais, ouais. Je vois. C'est plein de petites choses comme ça. D'accord. Ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure maintenant que, donc là, on a parlé donc on a parlé de la primaire, on a parlé du collège, donc on n'a pas parlé du lycée. Alors, lycée, belle époque. Ouais. Non, le lycée, c'était catastrophique. Ok. C'était catastrophique sur le plan du rendement. C'est-à-dire que je savais où j'allais. Je savais ce que je voulais faire. Je savais mes compétences. J'avais un gros potentiel. J'étais très bon. En tout cas, j'étais prêt à être bon. Mais j'ai jamais vraiment travaillé au lycée. Jamais vraiment. Au lycée, c'était pour moi, quand je suis arrivé au lycée, c'était la liberté. C'est-à-dire que j'avais plus de carnet de correspondance, machin. J'étais, mes Tu étais parents, libre. mes parents faisaient un boulot où ils étaient quasiment pas là. Alors, ma seule charge, c'était mon petit frère et ma petite sœur. C'est-à-dire qu'il fallait que j'aille les chercher à l'école, il fallait que je leur donne le bain, que je les nourrisse le soir et que je leur fasse leurs devoirs. Pour un gamin de 15-16 ans, c'était une grosse charge. Mais à côté de ça, une fois que j'étais à l'école, en plus, j'étais apprécié. Moi, ça a été aussi une chance pour moi, c'est que j'ai souvent été apprécié des gens autour de moi. Et peu importe dans le milieu où je suis, je m'arrange en général pour que ça se passe bien avec les gens. Et donc, au lycée, j'étais une grande star. Mais c'était sur tous les plans, hein, avec les filles, avec les copains. Enfin, c'était génial. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, t'as pas forcément envie de travailler. Et tu sais que, comme on dit, on n'est pas prophète chez soi. Donc, quand t'es chez toi, bah, t'es une petite merde, entre guillemets. Et quand t'es dehors, t'es une big star. Donc, Ouais, en fait, tout ce que tu faisais, ouais, c'était ouais. aller dehors. D'accord. C'était aller dehors. Ah, d'accord. Mais ouais, non, j'ai plutôt, j'avais une facilité à avoir des résultats. Et je m'entendais bien avec les profs parce que j'avais déjà une maturité qui faisait que je pouvais avoir des discussions. Et je me souviens, c'était en première, j'avais un prof de littérature, Monsieur Wang, je m'en souviens très bien, et qui lui me voyait déjà étudiant à la Sorbonne, tu vois, Ah prendre ouais, des carrément. cafés. En fait, j'ai fait un bac littéraire. Ah, d'accord. Ok. Et lui me voyait déjà à la Sorbonne, enfin, il me saoulait avec ça. Et à chaque fois, quand on finissait les cours, il m'appelait, Marc, fais attention, faut que tu sortes d'ici. Et il avait en fait, il était de bons conseils, tu vois. Aujourd'hui, si je pouvais le retrouver, je le remercierais, mais à l'époque, ça me saoulait, parce que moi, je voulais aller traîner avec mes potes, j'allais jouer au foot. Et lui, il me disait, non, fais attention, on va travailler, fais attention, t'es très bon, ne gâche pas ton talent, ne gâche pas ton intelligence. Et, bah, en fait, bon, après, j'ai pas eu d'échec, hein, mais j'aurais pu mieux faire au lycée quand même. J'aurais pu mieux faire. D'accord. Puis j'étais très bagarreur à l'époque aussi. Ah ouais? Ouais. Au lycée? Ah, Souvent, bagarreur, c'est plus primaire ou Bah, collège. ça a commencé au collège. Moi, ça a commencé au collège. En fait, ce qui a fait ça, c'est que ce qui a provoqué. Alors, déjà, dans ma famille, on est très sanguin, enfin, du côté de mon père. Mhm. Mais bon, j'ai appris à travailler dessus. Mais ce qui avait un peu réveillé ce côté-là, moi, c'était le collège. C'est-à-dire qu'au collège, la méchanceté des gamins, surtout que moi, j'avais encore, j'avais le parcours immigrant et tout ça. Et c'était la méchanceté des gamins. C'est-à-dire que les jeunes, en fait, leurs parents ne leur disent pas assez qu'il faut être, en fait, on est tous pareils, peu importe l'accent qu'il a. Et donc, au collège, et comme à l'école primaire, c'est pas assez méchant parce qu'ils sont pas assez intelligents, et donc voilà, c'est bête.
au Ah, ça a déjà collège, quand même de l'impact. ouais, si, Ouais. ça a un impact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au collège, tu le ressens plus. Parce que t'es déjà en train de devenir un homme, tu vois. C'est l'adolescence Et déjà. ouais, et puis tu te rends compte que tu peux te battre maintenant, tu vois. Et donc là, à la moindre, à moindre parole déplacée, on se bagarrait tout de suite. Et je voulais aussi montrer que j'avais pas peur, tu vois. Parce que j'étais encore nouveau dans le quartier. Faut pas oublier, j'étais récent. Ils avaient grandi ensemble. Tous les gamins là du quartier, ils avaient fait du foot ensemble. Ils avaient fait la maternelle ensemble, l'école primaire. Ils se connaissaient tous. Et pour s'intégrer, ça passe par là aussi. Il faut montrer qu'on a des muscles aussi, tu vois. Et donc oui, c'était chaque fois, à 17h, c'était bagarre, quoi. Mais en général, je m'en sortais bien, moi. Ah, ok. Donc ça allait. C'est Ok. comme ça que je me suis fait respecter aussi. Parce que Ok. ça fallait passer par là. Ouais, je le vois à ta poigne déjà, tu sais, on sent Oui, que il faut. ta poignée de main. Hein. Ah. Enfin, ça, c'est travaillé, tu vois. Ouais, C'est travaillé. Parce que ça comptait aussi, ces choses-là. Il y a des moments où il fallait montrer si on avait besoin de montrer qu'on est un homme, entre guillemets, tu vois. bien sûr. Et ça comptait. Donc, en fait, moi, je me suis mis à faire de la boxe très tôt, par exemple, tu vois. Parce que j'avais besoin de m'aguerrir un peu. Et du coup, il y a des choses qui sont restées. D'accord. Ouais. Ok. Et donc après, bac littéraire en poche, Bac littéraire. qu'est-ce que tu fais? Après le bac, l'idée, c'était j'étais resté sur ce truc d'être avocat. Tu vois. Ok. Donc, bac littéraire, et j'étais très, très bon. En fait, en parlant de ça, il y a des choses qui m'emmènent. J'étais très, très bon sur le fait de narrer des choses, tu vois. Raconter des histoires, concevoir même des histoires. J'étais très, très bon. Et il y avait un truc qu'on faisait qui était le TPE. Je sais pas si t'as TPE. Oui, TPE, si, ouais, je sais, travaux j'ai connu. pratiques Ouais, encadrés. oui, j'ai connu. Et ça, c'était génial parce que tu avais un moment de parole avec un jury et tout ça. C'était pas juste de l'écrit. Et moi, j'adorais ça. Et j'étais passionné par le cinéma aussi, tu vois. Ok. Ça vient aussi du fait que, voilà, mes parents, très vite, mon père m'a ouvert plein de choses et j'adorais le cinéma, la musique. C'était vraiment mes deux trucs. Je lisais beaucoup. Et il y avait un bouquin que j'avais lu à l'époque, qui s'appelait Le silence de la mer, de Vercors. Là, l'auteur, c'était Vercors. Le silence de la mer. C'est ça. Alors, ça racontait un peu l'histoire d'un village en France qui avait été incendié par les nazis à l'époque et tout ça. Enfin, ils ont tout détruit et tout. Et donc, c'était une espèce de résistance dans le village qui s'était mise en place pour lutter contre le nazisme. D'accord. Et c'était raconté dans le livre. Et le livre avait été adapté au cinéma avec Michel Galabru, qui est décédé là maintenant, Oui. un grand acteur français qui est Oui. décédé. Et en fait, moi, j'avais eu la chance de déjà voir le film et d'avoir lu le bouquin bien avant que j'arrive pour les épreuves. Et en fait, ils nous avaient, au début d'année, ils nous avaient dit, bah, en fait, vous allez devoir travailler sur ça. Et donc, raconter comment est-ce que l'histoire a été adaptée au cinéma et tout ça. Et en fait, moi, je connaissais déjà tout sur le truc. Et j'avais une partenaire de classe avec qui je bossais. Je lui ai dit, laisse-moi faire. Et on a eu 19. Ah, On a eu la meilleure note de l'académie. Ok. Et les gens de l'académie m'ont appelé. Il y a plein de gens que je connaissais pas qui sont passés nous voir en classe. Oui, bravo. Est-ce que ça vous embête pas de venir raconter cette histoire dans d'autres lycées et tout ça? On était devenus des stars. Ah ouais. Mais ça venait du fait que moi, je m'étais ouvert à d'autres choses. Et j'étais passionné par ça, par les histoires et tout ça. Donc, je me suis dit, c'était un rêve que j'avais déjà d'être avocat. Donc, je me suis dit, allez, je vais poursuivre dedans et tout ça. Et puis, j'arrive à la fac, première année de fac, Paris 12, Ok. à Créteil. T'as pas fait Sorbonne? Non. Parce que tu sais pourquoi? Parce que j'avais pas les notes. Ah. J'avais pas les notes, pourtant, j'aurais pu, tu vois. Mais j'étais tellement suffisant que. Et puis, j'arrive à Sorbonne. J'étais passionné par le droit et tout ça. Puis, en fait, la fac, ça m'a dégoûté. La fac m'a dégoûté du système scolaire français. Waouh. En fait, j'ai pas du tout aimé l'esprit fac, tu vois. C'est peut-être soit parce que j'avais pas les bons profs, ou peut-être moi aussi, enfin, je sais pas, ou le style, enfin, j'ai pas aimé du tout. C'est Est-ce passé que une est-ce que année, c'est à cause de trop de liberté, justement, du coup? bah, ça doit être ça. Ce que moi, en fait, à cette période-là, j'étais dans mon truc, c'est-à-dire que plus j'ai de liberté, moins j'en fais. Voilà. Et puis, en plus de ça, j'avais commencé à bosser. J'avais la bourse. Et en fait, c'était trop de liberté. C'est-à-dire que sur les heures de TD, moi, j'allais faire du shopping. C'était n'importe quoi. Parce que en fait, c'était pas fait pour moi. La fac, clairement, peut-être que si c'était à refaire aujourd'hui, j'aurais fait autrement. Mais à l'époque, c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai fait une année et je me suis dit, bah, non. Et là, j'avais une passion.
J'étais passionné par la mode à l'époque. Tu vois. D'accord. J'avais l'architecture et la mode. Et je me suis dit, en fait, non, je veux faire un truc artistique où je peux nourrir ma culture, où je peux mettre ma culture un peu, comment dire, en tout cas utiliser ce que j'ai appris, tu vois. D'accord. Et j'ai tanné mes parents, je les ai saoulés, je leur ai dit non, j'arrête la fac. Ma mère elle me dit non, mais je lui dis je veux faire une école d'art. Elle me dit mais j'ai pas d'argent. Je dis bah c'est soit ça, soit j'arrête l'école. Un gamin prétentieux et capricieux à l'époque. Et donc mes parents ont tout fait, ils se sont arrachés, ils ont réussi quand même bon, école d'art. Et là j'arrive, donc première année donc mise à niveau, donc c'était une école privée. Première année de mise à niveau, et puis ensuite il y a 2 ans de spécialisation, donc c'était soit design de mode ou architecture. Et puis après il y avait une dernière année de confirmation, examen et tout ça. Et donc j'arrive là, première année, moi j'avais de la culture donc ça m'a aidé. Mais bon, j'étais pas dans mon élément et je l'ai compris très vite après. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par je n'étais pas dans mon élément? Bah en fait, ces écoles-là, bah déjà c'est des écoles qui sont assez onéreuses en termes de ça coûte cher parce qu'il faut payer la scolarité, il faut payer le matériel parce que c'est chaque semaine qu'il faut renouveler son matériel, faut payer sa bouffe, faut se vêtir. Enfin pour mes parents, je me rends compte aujourd'hui du sacrifice que je leur ai demandé à l'époque, mais c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop et c'était une école qui coûtait 10 000 € l'année quand même. Plus le coût de 10 000 € sans Et compter ouais, sans compter toutes les toutes choses les... que tu as citées, oui. Et en fait, j'ai fait de l'école, hein, mais je me sentais pas à l'aise parce que c'était des gamins qui avaient pas le même vécu que moi. Tu vois, ils étaient trop riches, soit trop insouciants, soit ils faisaient des choses. Moi, à l'époque, j'ai grandi en banlieue, dans une cité paumée où les mecs ils vendaient de la drogue devant moi, ou même on me proposait plusieurs fois de vendre de la drogue pour eux, Mmh. mais j'y ai jamais touché. Mmh. Tu vois, je les voyais, c'était mes amis et tout. Il y avait même à l'époque au lycée, il y avait le premier de ma classe. Et c'était un grand dealer. Il était premier, il était hyper brillant, mais c'était un gros. Son frère était grand dealer et lui, il bossait avec son frère. Tu vois, donc c'était des gens que je fréquentais. Et quand j'arrive à la fac, je me rends compte que les gamins, ils font des choses que moi, j'ose pas faire, en fait. Et pourtant, les gens qui leur vendent la drogue, je les connais. Tu vois. C'était des rails de coke dans la classe, des trucs hallucinants. Waouh. Et puis, c'était des gamins quand les parents avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Mon école était dans le 15e arrondissement. Et là, je me sens pas à l'aise, tu vois, mais bon, j'arrive quand même à m'en sortir, tu vois. Bah, et je fais tout. Et là, je me dis, cette école, je fais une première année, donc je valide mes examens et tout. Je me dis, je vais partir d'ici parce que, tu vois, et c'est là-bas que j'ai fait mon premier joint, pour dire, tu vois, dans cette école. Waouh. OK. Et je me dis, je vais partir parce que là, c'est pas. Donc, je tente une autre école qui était réputée pour être meilleure. Je suis accepté et tout ça. Donc, il me reste 2 ans à faire. Une troisième année en option, si je veux. Donc, je me dis, OK, je m'accroche. Pareil, là, l'école était très bonne, mais à un niveau, en termes de moyens, un niveau un peu plus bas. C'est-à-dire que les gamins, c'était des gamins. Et ce qui était bien, c'est que cette école-là, nous permettait de bosser à côté. Tu vois, c'est-à-dire qu'on avait un programme sur lequel on devait travailler et rendre un résultat à la fin, mais on s'organisait comme on voulait, de manière à ce qu'on puisse travailler à côté pour financer le coût des études. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler dans la vente. Alors, à l'époque, moi, j'ai commencé à travailler très tôt, d'ailleurs. J'ai commencé à travailler pendant que j'étais en terminale. Ah oui, Où d'accord. je faisais gardien de parking pendant les grands événements, Stade de France, des choses comme ça. Ah, énorme. OK. Et après ça, je suis allé à Disney. Pendant que j'étais à la fac, je bossais à Disney, ce qui était hyper loin de chez moi parce que j'étais dans le 93, Disney 77. Ouais. Ouais, ouais. Je rentrais, je finissais à 22h le dimanche, le lundi matin. Je vois totalement parce qu'en plus c'est pas 80, en fait c'est 93 nord, quasiment Et nord. ouais, c'est tout au Et nord, tu descends quasiment là. Ouais. 95, c'est Ouais. collé, Ouais, tu bien vois, sûr. Argenteuil, Épinay. C'est ça. Je vois très très bien. Et donc, je faisais ça, mais mon idée, c'était d'avoir de l'argent pour me financer mes coups de folie. Et ça m'a très vite donné le goût du travail. Ça, mes parents ne se sont jamais plaints de moi parce qu'ils savent que j'ai toujours été un gros bosseur. Et donc, pendant que je faisais les cours, la deuxième école, là, je travaillais à côté. Je faisais de la vente. Donc, ça me permettait aussi de m'en sortir. Donc, je fais ça pendant 2 ans. Fini, on va dire tout. Et là, je me dis, OK, je l'ai fait, mais j'ai un petit goût d'inachevé. Il y avait un truc qui me passionnait, c'était le cinéma. Et j'ai toujours mis mon travail à l'école en rapport en lien avec le cinéma, tu vois. Et j'étais passionné par le cinéma. Je le suis toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais tenter le cinéma quand même. J'aimerais bien. Et là, je passe les concours pour une école de cinéma qui est très connue, qui est à la gare de Lyon, qui s'appelle l'ESSEC. D'accord.
Et je passe les tests et tout, j'avais aucune culture, enfin, j'avais aucun background cinématographique, tu vois. Et là, le gars, j'ai passé 3 entretiens, les profs, les directeurs d'école, en fait, ça se passe hyper bien. Et ils me disent, OK, bon, bah, on va essayer et on va voir ce que ça va donner et tout ça. Donc, me voilà étudiant en école de cinéma en réalisation. Tu vois. Waouh. Sauf que là, pour le coup, j'étais très bon. Hein, et puis, j'adorais ça. Quand j'allais à l'école le matin, pour moi, c'était une fête. C'était comme si j'allais à Disney tout le temps. J'apprenais plein de choses. C'était sympa parce que quand tu sors d'un cours Ouais. de réalisation, en fait, les films, tu les vois plus de la même manière. Ça m'a joué des tours aussi après. Mais en fait, quand tu regardes un film, tu vois tout ce qui est derrière. Tu vois. Et j'adorais ça. Et j'ai découvert plein d'autres films, plein de réalisateurs de différentes époques et tout ça. Et puis, je fais une première année que j'arrive à financer tant bien que mal. Et puis là, je suis bloqué. Financièrement, j'arrive plus à suivre. Tu vois, parce que ça demande aussi du matos, tu vois. Caméra. Ah, il faut s'équiper en caméra Ah aussi? bah oui, parce que t'as du boulot qu'on te demande de faire chez toi. Ah, et donc, on te Et prête oui, pas, il faut que non, tu t'as le l'achètes. matos de l'école quand Ouais. t'es sur place. Bien sûr. Mais quand tu rentres, c'est comme l'école d'art. C'est que quand t'arrives chez toi, t'as des devoirs. Ouais. Tu vois. Fallait financer tout ça. Et là, je me dis, bah en fait, je peux pas. Je suis bloqué, je vais pas redemander à mes parents. Et là, ils vont Donc, je me dis, bon, ouais, il faut que j'arrête. Ça a été ma plus grosse déception. Une de mes plus grandes déceptions, en tout cas. Je me dis, bon, bah, j'arrête. Et je me suis arrêté comme ça. Et là, j'ai commencé à travailler. En fait, quand j'ai arrêté le cinéma, enfin, quand j'ai commencé le cinéma, la mode, ça m'a dégoûté. Parce que je trouvais ça moins créatif. Ça m'a déçu. En fait, je me suis dit, mais si je savais, j'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais peut-être directement commencé le cinéma. Je parle au cinéma. Et puis, il faut savoir aussi une chose avec le cinéma, c'est que tu as très peu de gens qui réussissent quand même. Il y a beaucoup de diplômés, mais tu as très peu de gens qui arrivent à percer dans le truc. Tu vois. Ça finit très souvent intermittent du spectacle. Tout ça. Et puis, quand tu remets tout ça en perspective, je me dis, bah, d'accord, bon, bah, on va voir autre chose. Tu vois. Et là, j'ai commencé à travailler dans la vente. Donc, quand j'ai arrêté l'école de cinéma, j'ai continué à faire de la vente. Tu vois, j'ai commencé chez Uniqlo. Non, j'ai travaillé déjà à la boutique tu sais, l'Opéra Garnier, il y a une boutique à l'intérieur. Oui. Et j'ai travaillé là-bas. C'était sympa parce qu'on avait le droit de voir les premières des ballets et tout ça. Ah, top. Moi, je connaissais rien du tout. Oui, C'était un autre univers aussi que oui, je bien sûr, découvrais, tu bien vois. sûr. La danse, enfin, c'était génial. C'est sublime, ce truc-là. Et j'ai découvert ça. Et puis après, j'ai travaillé chez Uniqlo. Ça m'a dégoûté. Ah ouais? Ah, Uniqlo, C'est quoi, ils l'usine? sont durs, hein. C'est l'usine, hein, Uniqlo. D'accord. Ils sont durs, ils sont très, très durs. Les gens, je sais pas comment ils font, en fait. Uniqlo, c'est vraiment très dur. Ça n'y paraît pas comme ça quand on Ah non, mais voit, les backstage derrière, Ouais. c'est l'angoisse. Les dépressions, les abandons de poste, les arrêts de travail, les manchots, c'est... Waouh. Je sais pas si ça a changé. Ça a peut-être Oui, changé. En bien tout sûr. cas, à l'époque, Ok. Quoi, oui, Uniqlo, j'étais à pareil, Haussmann, là, à juste à l'Opéra. côté de l'opéra. Exactement. Du coup, En face des t'as pas Gaules. beaucoup bougé, Ouais, quoi. non, Entre bah, l'opéra et j'ai ouais, c'est traversé juste la à rue, côté, tu vois. ouais, ouais. Et pendant que j'étais chez Uniqlo, je me suis dit, bon, quitte à faire de la vente, autant taper un peu plus haut, tu vois. Et donc, j'ai commencé à postuler pour les maisons de luxe. Et là, je reviens sur Saint-Laurent parce que Saint-Laurent, c'est terrible parce que c'est la première maison de luxe où où on envoyait un CV. J'avais quasiment aucune expérience. Et là, je suis contacté. Je me souviens très bien, c'était en mois d'août. Je suis contacté le 12 août. Précis. Ah oui, précis, mais vraiment, parce que en fait, cette maison, j'ai une histoire particulière avec cette maison. D'accord, ok, dis-moi. Donc, je vous présente un entretien, je connaissais rien du tout. J'avais peur. Enfin. Et puis, j'arrive, entretien, RH, c'était à Jean 5 à l'époque. Ça se passe super bien. Je les vois, je sens qu'ils sont... Bon, j'avais quand même un background mode, donc je connaissais un peu J'étais plutôt création que commerce, tu vois. Mais bon, ils se sont vus que, voilà, on pouvait allier les deux et Oui, ça oui. pouvait donner quelque chose de Bien très, sûr. très bien. Bien sûr. Puis j'ai commencé, avant d'avoir la réponse définitive, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la maison, parce que je suis allé comme ça à l'entretien, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que cette maison, en fait, elle est géniale. Il y a tellement de choses qui ont été faites. C'était, Monsieur Saint-Laurent, le fondateur de la maison, c'était quelqu'un de très important pour l'histoire qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Ouais. Notamment l'histoire des femmes. Bref. Et donc, je commence à m'intéresser. Je me dis, génial, j'aimerais bien travailler pour cette maison. Et donc, au fil du temps, deuxième entretien, ça se passe très bien. Et dernier entretien, je dois rencontrer le directeur de la boutique. Alors, c'était Gary, en fait. Emmanuel. Et là, ça se passe bien, un coup de foudre. Il m'adore, on s'adore et tout. Et là, je commence chez Saint-Laurent.
Et bah depuis, en fait, c'est une maison qui a toujours compté pour moi. D'accord. En fait, je me suis toujours bien senti. J'adore le produit. Enfin, et voilà, j'ai fait 3 ans. Je suis parti. J'ai monté des business. Puis je suis revenu il y a 2 ans. Je suis revenu en temps partiel parce que je faisais un autre truc à côté. D'accord. Puis voilà, ça se passe plutôt bien. D'accord. Et figure-toi que le mec qui m'a recruté, Ouais. c'est lui qui m'a encore recruté pour le retour. C'est vrai? Ok. Donc, du coup, il y a Saint-Laurent avant, il y a une petite étape. 3 ans, tu m'as dit, c'est ça? Ouais. Ok. 3 ans. Et je me sens bien dans la maison, tout se passe bien. Mais bon, tu vois, il y a un côté encore un peu. Je me cherche. Non, Je me cherche. Non? même pas. Enfin, si, je me cherche encore, mais c'est même pas ce qui prend le pas. Ce qui prend le pas, c'est mon côté révolutionnaire, tu vois. D'accord. T'as encore ce truc-là en toi alors que tu participes clairement. Bon, t'as encore ce truc-là qui te quitte pas. Et puis, t'es très nerveux, et puis tu fais des erreurs. Puis, à un moment où, là où t'étais très apprécié, bah, en fait, tu te fais détester. Enfin, pas forcément détester, mais tu te fermes des opportunités. Puis, à un moment, je commençais à tourner en rond. Je m'en vais. Je me dis, je vais voir d'autres maisons. Puis, j'avais besoin d'évoluer aussi, tu vois, parce que 3 ans sur la vente. Et je pars, je travaille pour un concept store dans le Marais qui s'appelle Merci, où je m'occupe d'un département de l'homme et tout ça. Et après, j'ai d'autres propositions de gens avec qui, enfin, de gens pour qui étaient des collaborateurs de Merci qui me demandent de venir travailler avec eux. Où là, du coup, j'ai des plus gros postes. Enfin, petit à petit, on gravit l'échelon, on évolue, on part, on fait 2 ans dans une boîte, on évolue. Après, une fois qu'on a le poste qu'on veut, on part ailleurs et tout ça. D'accord. Excuse-moi, je t'ai pas posé la Mm. question, mais chez Saint-Laurent, tu étais déjà sur l'homme? Je faisais tout. Tout. Je faisais D'accord. aussi bien Ok. de l'homme que de la femme. Ok, d'accord. Bah, chez Saint-Laurent, j'ai envie de te dire, les univers sont tellement rapprochés les uns des Oui, autres bien sûr. que, Bien sûr. ouais, vaut mieux tous les connaître. Tu seras plus à l'aise, en tout cas, si tu fais de la vente. Oui. Et voilà, donc petit à petit, on gravit les échelons, directeur de boutique, ainsi de suite. Et puis, il y a un moment où je me dis, j'en ai marre, j'arrête. Il y avait un projet que je nourrissais depuis un moment, c'était que je voulais monter une marque de fringues, tu vois. D'accord. Mais je voulais pas faire un truc comme ce que j'avais appris à l'école, un truc de mode, un truc dessin avec des coupes. Non, je voulais faire un truc qui me ressemble. Mais en même temps, il y avait ce côté toujours, ça m'a toujours suivi parce que ce côté humanité, enfin humain et tout ça. Et je me dis, je vais faire un truc qui a pas encore été fait, mais j'ai envie de le faire. Donc je me dis, je vais créer une marque de fringues. C'était quelque chose que j'avais en projet. J'ai pris le temps de réfléchir et tout. Et je me dis, je vais créer une marque de fringues. Je vais faire du basique. Je vais faire tu vois la gamme basique Uniqlo, je pense Bien que c'est le sûr. t-shirt que tu portes. Oui, 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 oui. Je vais faire un truc basique. Je vais faire des t-shirts, des hoodies, des sweatshirts, des trucs manches longues, en coton. Je n'utilisais que du coton, mais je vais aller chercher le coton en Afrique. C'est-à-dire que je vais essayer de tout faire en Afrique. Coton, donc sourcing, production et tout ça, tout, je vais tout faire, même les étiquettes et tout, je vais tout faire en Afrique. D'accord. Mais je prends le temps de la réflexion. Je cherche des associés, des gens qui essaient qui vont voir, enfin, qui vont pouvoir comprendre l'idée et pouvoir m'accompagner là-dessus et m'aider, tu vois. Oui, oui, oui. Donc je prends le temps, ça me prend quasiment 1 an de réflexion. Je réfléchis dessus et puis un jour, je me dis, allez, je suis prêt, je quitte mon job. D'accord. Voilà. Donc je claque tout. Ok. Je claque tout et je pars au bled. Je pars en Afrique. Je pars même pas chez moi, je pars même pas en Côte d'Ivoire, hein. Je claque tout. Je m'arrête en juillet. Fin juillet, je m'arrête. Je prends un mois de vacances et je pars en septembre. Je pars au Burkina Faso. Je me renseigne en fait sur tout ce qui est coton biologique, que je voulais faire en coton biologique. Tout ce qui est coton biologique, les filières, les gens à qui faut s'adresser, ceux qu'il faut avoir dans la poche et tout ça. Et je me rends compte qu'en fait, le coton biologique africain, en tout cas, il est produit essentiellement au Burkina Faso. Enfin, entre autres. Au Burkina Faso, mais je connais personne là-bas, tu vois. Je me dis, putain, t'es là, je suis là, enfin, comment tu vas faire? J'avais tout fait, business plan carré, j'ai tous les croquis, enfin, tout était carré, tu vois. Et ma chance, c'était que j'avais un ami, le petit frère d'un ami, qui avait fait un stage dans l'humanitaire au Burkina Faso, tu vois. Et il s'était lié d'amitié avec un guide. Donc, il me dit, écoute, je connais ce gars-là, si tu vas là-bas, avant d'aller, préviens-le, et quand tu arrives, il te prendra en charge, il te fera tourner et tout ça. Je me dis, ah, chouette, donc j'appelle le gars, je lui dis, écoute, il m'a donné ton contact et tout, et j'arrive.
Il me dit, OK, pas de souci, viens. Donc, je prends mon billet, paf, je pars. Je me dis, allez, je pars pour un mois, tu vois, je pars. Je dis à ma copine et tout, je m'en vais. Elle dit, mais comment ça? Je dis, non. Et j'avais jamais mis les pieds au Burkina Faso. Donc, je pars. Et j'arrive là-bas, le mec, hyper cool. Mais tu sais, les Burkinabés, ils sont très accueillants. C'est un peuple, ils sont carrés. Tu vois, ils sont, Le pays des hommes intègres. puis ils en attaquent comme c'est un peuple qui est génial. Ok. Ils vivent dans des conditions terribles. C'est un pays qui a du mal à s'en sortir, mais voilà, c'est vraiment des gens bien. Ok. Donc j'arrive, le mec il vient me chercher à l'aéroport. Non, même pas. Je me débrouille de l'aéroport pour arriver à l'hôtel. J'arrive, c'est Burkina Faso, t'es pas à Paris. Bon, bref, je m'adapte, tu vois. Et là, le lendemain, on se croise, on discute, et là, pendant un mois, je tourne dans le pays, tu vois. Je cherche des fournisseurs, je vais au ministère de l'agriculture. Enfin, je rencontre plein de gens. Et une fois que j'arrive à mettre la main, bon, c'était difficile d'avoir le coton parce que les intermédiaires, enfin il y a trop d'intermédiaires et en général c'est même pas des noirs, c'est des blancs, des Suisses et compagnie qui ont la main sur la filière. Faut passer par eux pour avoir des trucs. Un coton qui est produit à Bobo Dioulasso, le mec qui gère ça, il est en Suisse, enfin c'est un truc. J'ai vu des trucs mais horribles. D'accord. Et je me dis bon je m'accroche, je sais pourquoi je suis là, je m'accroche. Mais j'avais quand même à cœur de faire bosser des noirs, tu vois. J'avais envie de ce truc-là, que mon produit soit fait par des noirs, que ça vienne de là-bas, du fin fond de... Donc j'arrive à, tant bien que mal, avoir un contact pour le coton. Le mec, il est en Turquie, mais c'est un coton burkinabé, mais enfin, tu vois. En fait, ils prennent le coton brut au Burkina, ils vont le transformer en Turquie, après ils le revendent en Afrique. À des prix, Donc je me dis, bon, c'est pas grave, attention, c'est la seule solution d'avoir du coton pour moi. Donc, ok, j'ai mon fournisseur de coton, maintenant il me faut une usine. La fabrication. Je tombe dans Burkina Faso, il y a rien qui puisse marcher comme je veux. Je me dis, allez, hop, je vais voir au Ghana. Donc, je prends la voiture, je vais au Ghana. 1000 kilomètres, aller, 1000 kilomètres retour, travers le village. Waouh. On a voyagé Wow. Road trip. pendant 48 heures, on était sur la route. On dormait dans les stations essence et tout. Waouh. Et dis-toi que le mec, il me connaît même pas, hein, il est génial, ce mec. Et il part avec moi, comme ça. Mais lui, quelle était son activité? Bah, lui, il est guide. Ah, il est guide, Donc, je lui ai ok. proposé, je lui ai dit, écoute, je te paye si tu Ouais. me suis. C'était difficile parce qu'il y avait des enfants et tout. Ouais, bien sûr, bien Il sûr. avait jamais fait la route. C'était pour lui, c'était l'inconnu aussi. Sa voiture, elle était pas non plus, Fraîche. Donc, on s'est dit, vas-y. C'était risqué quand même parce que sur la route, t'es pas safe. Il y a des 1000 kilomètres, les policiers, faut les arroser, même traverser la frontière. Enfin, tu fais Burkina Faso, Togo et tu rentres au Ghana, tu vois. Et les gens, en fait, faut les arroser tout le chemin. Tous les 100 mètres, t'as un mec que tu dois arroser, tu vois. Et en plus, ils sont méchants. C'est pas genre, ils te laissent pas passer parce que là, il y a pas d'autorité. Vous êtes tous les deux là. C'est soit tu payes, soit tu passes pas. Et donc, on fait le chemin et tout. On part. Difficile. On arrive à Accra. Ça, je m'en souviendrai toujours. On arrive à Accra. Première fois que j'arrive à Accra, on rentre dans la ville. Et là, les policiers voient la plaque. Ils voient que c'est une plaque burkinabé. Et les Ghanéens, ils ont beaucoup de problèmes avec les francophones. Parce ils ont pris cher dans les années 90. Parce qu'ils sont isolés, en fait. C'est le seul peuple anglophone au milieu de tous les francophones de l'Afrique de l'Est. En fait, ils sont entourés par le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo. En fait, ils sont seuls, là. Ouais, dans la sous-région. Et ils ont pris cher. Parce qu'en fait, ils émigraient beaucoup pour bosser parce que le Ghana à l'époque l'économie était très faible, donc ils allaient en Côte d'Ivoire qui avait une meilleure économie, ils allaient au Burkina, enfin ils étaient un peu partout dans la zone, mais ils ont pas franchement ils ont souffert, tu vois. On leur a pas toujours fait des cadeaux. Et donc ils ont cette espèce de ressentiment là contre les francophones. Et donc le mec il voit une plaque burkinabé, il se dit il y a un truc d'immigration aussi parce que les gens maintenant l'immigration se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que les francophones migrent beaucoup au Ghana maintenant que le pays s'est beaucoup plus développé, très développé. Ok. Et donc, là, rappelle-moi, on est en quelle année? On est en 2018. 2018, d'accord, ok. On est fin 2018, ouais, c'est ça, fin 2018. Fin septembre 2018. Ok. Et là, attends que je te dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, septembre 2018. Et là, je pars, et donc on arrive à Accra. Et là, on se fait arrêter par la police. Mais qui nous dit, oui, donnez-nous de l'argent. Mais ils s'en cachent, hein. Donne-moi de l'argent, j'ai soif, je veux manger. Moi, avec mon passeport européen, et je dis, mais moi, je suis pas ton patron, moi. Je dis, mais t'as pas un salaire, tu vois. Le mec s'énerve.
Prends, ils nous embarquent au poste et tout. Prends les Non. papiers de la voiture, ils bloquent les clés, ils nous embarquent au poste. Non. Si vous allez rester ici, là, tu vas appeler qui? Waouh. T'as personne à appeler. Là, tu vas faire comment? Tu connais personne là-bas, Et donc là, on négocie et tout. Je suis, ah, mais désolé, je m'excuse. Mais non, ils me demandent une grosse somme d'argent. Je dis, mais moi, je suis venu avec ça. Si tu donnes ça, je fais comment? Je dois aller voir des usines et tout. Je dis, non, j'ai rien à foutre et tout. Et finalement, il y a une dame dans un coin, et donc je la vois, elle me regarde, et dans sa tête, elle se dit, les pauvres, ils sont tombés sur le connard de service. Elle se dit, les pauvres, et donc elle vient vers moi, et tout. Je l'explique, elle me dit, ouais, bah, lui, il est teigneux, lui, il faut lui donner ce qu'il veut, sinon, donc je m'arrange avec elle, je dis, bah, est-ce que vous, je donne quelque chose, est-ce que c'est possible de... Donc à un moment, le mec, il sort, tu vois, elle, je lui donne un billet, et elle nous rend les papiers de la voiture, elle me dit, allez, vite, vite, avant qu'il revienne. On se barre. D'accord. Et elle était policière, du coup? Ouais, Ah, bah d'accord, ouais. ok. Ah, mais un film, Ah oui. on se barre et tout. Bah, réalisation, là, on est toujours un peu dans le cinéma. C'est incroyable, j'aurais pu sortir ma caméra et filmer. Et donc on part et tout, et donc on arrive on cherche l'usine, c'était dans un coin, on cherche, et en plus l'adressage compliqué. Donc j'arrive à trouver l'usine. J'arrive, je discute, on avait déjà pris contact avec eux, on discute et tout, ouais, le projet nous intéresse et tout, ok, d'accord, donc on lance, tu vois. Je suis là-bas, je dis, bah, je suis là pendant je reste une semaine s'il faut et tout, je vous fais venir la marchandise, donc je commande la marchandise en urgence, je fais livrer, les premières pièces sortent, c'est pas ouf, on continue de travailler. Sauf que moi, j'avais plus le temps, je dis, bon, moi, je rentre, je dois retourner sur Ouaga, j'ai encore une semaine à faire, et puis après, je rentre à Paris. Ok, d'accord, bon, on reste en contact, donc on travaille, moi, je rentre, je reçois les premières pièces, elles sont top, le premier proto, magnifique, tout est carré. Je me fais un peu plumer au passage, mais bon, Ouais. c'est carré. Je me dis, ok, parfait. Et là, au moment de lancer la commande, donc moi je fais mes comptes, je me dis bon j'ai dépensé, je vais lancer la commande. Au moment de lancer la commande, ils te disent bah écoutez finalement votre commande, en fait ils ont un minimum de commandes, on s'arrange sur un minimum de commandes, et que je vous prends 500 pièces, on valide ça, tu rentres, au moment de valider la commande, ils te disent, tu tombes sur un mec avec qui t'as jamais parlé, qui te dit bah finalement non, on annule la commande parce que votre minimum de commande, enfin votre commande est trop petite. Nous maintenant notre minimum de commande c'est 15 000 pièces. Waouh. Tu vois, et là tu te dis en Ok. fait ils sont vraiment pas. Et là ça te dégoûte, tu te dis mais Ouais. comment vous voulez qu'on s'en sorte en fait? Tu vois, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Moi j'ai dépensé de l'argent, je suis allé, enfin tu vois, je suis venu vers vous. J'aurais pu rester chez moi, prendre mon téléphone, et je suis venu vers vous, vous rencontrer et tout ça. Ils annulent la commande. Alors que ils avaient déjà fait toutes les pièces, toute Bien la sûr. collection était faite. Bien sûr. Et donc là, le mec, il me dit, il faut prendre 15 000 pièces. Moi, je fais quoi avec 15 000 pièces? Je les stocke comment? Déjà, comment je paye? Comment je les stocke? 15 000 15 pièces, 000 c'est pièces, énorme. c'est énorme. Et en fait, j'ai appris après, parce que j'avais un bon gars là-bas avec qui je m'entendais bien. D'ailleurs, on est encore en contact. Il me dit, bah, en fait, l'usine a été rachetée par Quicksilver. Et donc, en D'accord. fait, tous les petits commerçants, ils ont arrêté tout avec eux. Et maintenant, ils font des grosses commandes. Enfin, donc, en D'accord. fait, cette espèce de... En fait, ils essaient de se donner une bonne conscience en disant, on travaille dans les zones défavorisées. Mais en fait, pas du tout, parce que 15 000 pièces, ensuite, dans cette usine-là, tu fais bosser les gens 150 heures, parce que c'est une petite usine. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, tu les fais bosser comme des dingues. Le rendement, quoi. Et rendement, tu vois. Sauf qu'ils les payent comme des merdes. Bien sûr. Bien sûr, le capitalisme Exactement. Et donc là, je dans ce me qu'il a dis, des plus, les plus cruels. ouais, de plus cruel, bien Et donc, je sûr. me dis, bah, écoute, c'est dommage. Donc, je cherche une autre, j'en trouve une autre. On commence à bosser ensemble. Changement de propriétaire, pareil, minimum de quantité qui augmente, explose. Je me dis, bon, ouais, c'est bon, j'arrête avec eux. L'Afrique, c'est bien, mais bon, moment, j'arrête. Donc là, je me rabats sur l'Europe. Je me dis, bah, quitte à fabriquer ici, autant avoir un truc quand même un peu authentique. Donc, je cherche en France et tout, je veux trouver un beau truc, un truc assez authentique. Donc, je trouve une vieille usine dans le nord de la France, avec des vieilles machines qui ont été achetées par un mec, enfin, qui bosse encore. Donc, Ouais. on se lance, et on fait les pièces et tout ça. Et 3-4 premiers mois, ça fonctionne très bien et tout ça. Et là, bam, Covid. Ah oui. Tu vois. Et comme nous, on Wow. n'était pas encore très solide, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui. donc on s'est pris dans le tourbillon, et Ouais. on s'en est bien sorti. Mais à un moment, il fallait se dire, bah, si des gens qui sont là depuis 15-20 ans aujourd'hui, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte, c'est pas toi qui es là depuis 4 mois et qui va... Tu vendais en ligne? Oui, on avait le site internet, on vendait on avait une boutique, un concept store, là, dans le deuxième,
qui fonctionne très bien aujourd'hui, chez qui on vendait. En fait, on a fait un truc très niche. Et ça fonctionnait bien. On avait de bons retours, la qualité des produits était top. On avait lancé un premier produit d'Apple, c'était le t-shirt blanc classique. En fait, on voyait un peu comme notre Big Mac chez McDonald's. Ok. Et les autres pièces étaient en train d'arriver, tu vois, il y avait des commandes, il y avait plein de commandes et tout. Et puis, du coup, Wow. on a tout annulé, on a tout arrêté, on a mis la société en veille. Ok. Et moi, je me suis dit, bon, avant et après ça, je me suis dit, ah là, va falloir trouver autre chose à faire, tu vois. C'est bien, mais je me suis dit, je vais reprendre le business, c'est sûr, parce que c'est un truc qui me passionne, je vais reprendre. Mais là, dans l'instant, là, en ce moment, c'est compliqué. Puis quand tu vois toutes les petites marques de prêt-à-porter, les Camailleux, les Gap, les machins, c'est compliqué, Oui, tout le monde est en très train de compliqué, bien fermer. sûr, bien sûr. Je dis, L'inflation et on est dans une période très... je dis là, en ce moment, compliqué. Ok. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais du coup, quel est ton état d'esprit déjà, c'est hallucinant de se dire que tu as un bon poste. Tu étais directeur de Ouais, boutique, ouais, je ouais, crois, ouais, c'est ouais. ça. Tu étais directeur de boutique. Tu as un projet en toi. Tu aurais pu te dire, ok, bon, j'allie le poste que j'ai Mm. et je gère la Mhm. création de la marque, mais tu arrêtes tout. Tu Ouais. stoppes tout et tu pars à l'aventure. Mais ouais, Au Burkina / Ghana, non, ouais. tu reviens. Quel est ton état d'esprit, en fait, dans tout ça? Pourquoi? À ce Comment tu arrives à faire moment-là, ça? je suis à un stade où je me dis, j'en peux plus. Ouais, Ok. en fait, j'ai pas envie d'avoir de regrets, de me dire, certes, je gagnais bien ma vie, ma vie, tout roulait, en fait, c'était linéaire, c'était parfait. Et je me dis, j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai envie de tenter quand même le truc. Et puis, au pire, si ça marche pas, je reviens. En fait, je m'étais assuré une expérience qui faisait qu'à l'époque, je peux m'accorder, tu vois, quelques années et Bien puis sûr. ça n'allait pas, je revenais, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Et l'idée, c'était que ça aille, c'était que ça fonctionne. Bien sûr. Mais oui, j'avais pas envie d'avoir de regrets. J'avais pas envie d'arriver à un certain âge et me dire, j'aurais quand même pu tenter. Je Et puis vois. surtout que c'est, même au-delà de monter, du fait de monter l'entreprise, c'était surtout la nature du projet qui me passionnait, tu vois. C'était vraiment, se dire, je vais aller faire un truc au bled, je veux faire un truc en Afrique, je veux, voilà, mettre les gens à contribution, je veux voir un peu, je vais être en contact avec eux. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, étant donné que tu as essayé de faire en Afrique, en tout cas la conception, Mm. la partie sourcing, tu as réussi Mm. à la faire en Afrique. Est-ce Et que, là encore, parce que ouais, ça c'est part, ça Turquie, sort et ça ça sort et revient. sort. Donc. Mais la partie conception, est-ce que le fait que ça ait raté, est-ce que tu t'entêterais encore à essayer de refaire encore la conception en Afrique? Alors, il y a deux choses. Déjà, le temps. Il y Oui. a du temps qui est passé, ça fait quand même plus de 4 ans. Chose espérée que les mentalités ont changé. Et deuxième chose, il y a le produit que tu veux faire fabriquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il faut refaire du prêt-à-porter, je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que je pense que en fonction du lieu de production où tu veux faire produire, en fait, les besoins sont pas les mêmes. Les besoins des populations sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'une population qui, euh, qui vit, par exemple, c'est un exemple tout bête que je te prends, un peuple qui vit dans des cabanes en bois, tu vois, tu sais que si tu veux une cabane en bois, tu peux leur faire confiance, Yes. tu vois. Yes. Ah, je Tu vois vois. ce que je veux dire? Ah oui. Oh, j'avais jamais fait ces... Et un peuple, je sais pas, un peuple, tu vois, un peuple qui vit en fait, dans l'histoire de la mode fait partie de la culture, tu sais que si tu veux faire des vêtements, tu peux leur faire Bien confiance. sûr. Bien C'est sûr. pour ça que les Italiens sont très bons dans ces choses-là. Les Bien Français sûr. aussi dans une moindre Bien mesure. sûr. Bien sûr. Tu vois, si tu parles de voiture, un peuple de la voiture, les Allemands, tu vois ce que je veux dire? Donc, Tout à fait. aujourd'hui, je sais que les Africains, il y a certains, en termes de textiles, il y a certains textiles dans lesquels ils excellent, les textiles traditionnels. Et le Si je Bogolan, le veux ça, Kente. exactement, je sais que je peux l'avoir là-bas. Mais tout ce qui est du travail du coton, des machins comme ça, c'est pas carré encore. Si je veux des meubles en bois, des meubles en chêne et compagnie, des grands livres, ça, ils le font bien. Tu vois, les menuisiers aux bordures de route, ils font très bien ça. Si je veux de la nourriture africaine traditionnelle, je sais que ça, c'est... Mais pour ce qui est des vêtements qu'on porte, nous, aujourd'hui, je parle pas des trucs traditionnels, tu Bien vois, des sûr. t-shirts en coton, il y a des gens qui le font. Mais dans quelles conditions, de quelle manière, tu vois. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait. Si je devais faire quelque chose là-bas, ce serait un autre produit, ce serait pas ça. Un autre produit sur Tu lequel ils vois. sont experts. Exactement. Quel est ton prochain projet?
Ou quelles sont parce que je sais que tu as dit que tu fais beaucoup de choses. En fait, tu as dit que tu as fait beaucoup. alors, Moi, par exemple, quand je t'ai connu, ouais, quand on s'est connu, il y a un soir, je t'ai vu en train de peindre. ouais, ouais, ouais. Où est-ce que ça en est, ça? Ouais, la peinture, la peinture, ça a pris ça a été une partie importante de ma vie aussi, mais forcément en relation avec les études que j'ai fait. Oui, Mais c'est vrai. il y a aussi le côté personnel, c'était un moyen de m'évader. C'est que, en fait, pour être honnête, moi, il y a eu un moment de ma vie où j'étais très solitaire. Ok. J'étais, et ça, j'étais très solitaire, ça vient du fait que, en fait, t'es pas forcément compris là où tu vis. Tu vois, j'étais en banlieue, Épinay, Ouais. en cité, tout ça, mais je me sentais pas chez moi, en fait, tu vois. Je me suis jamais senti, c'est-à-dire, moi, je suis pas le genre de mec à me dire, je viens de telle cité, je suis 9-3, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que j'ai grandi là-bas, j'ai fait quasiment je fais la moitié de ma vie là-bas, j'ai mes meilleurs amis, là-bas. Enfin, qui en sont sortis d'ailleurs, mais moi, je me revendique pas d'une rue, je me revendique pas non, parce que pour moi, ça, c'est le plus gros des pièges, tu vois, mais quand t'es entouré de gens qui se revendiquent de ça, en fait, finalement, t'es un peu un cheveu sur la soupe, tu vois, Ouais, t'es l'intrus. Ouais. t'es l'intrus, puis moi, je venais du blé. Pas les mêmes, t'as pas exactement les mêmes J'avais pas codes le même qu'eux. code. Mais je comprends totalement. Parce que j'aime bien comment tu en parles parce Mmh. que tu me donnes d'autres mots et tu me Mmh. donnes un autre recul sur la Mmh. chose. Mais c'est vrai que j'ai vécu ça, vivre en Exactement. cité, ces histoires de gangs, de se défendre un quartier et se Euh, battre à coups de bâton même si tu le fais, avec tes potes, vous le faites. Tu vois, vous habitez un quartier, il y a par un mec, un engrenage. autre quartier vous le faites. C'est-à-dire que tu vas voir ton pote se faire emmerder par quelqu'un d'une autre cité, tu réagis, t'es avec lui. Enfin, on l'a fait, ça. Et moi-même, m'a provoqué des bagarres et tout, oui. Mais ça, tu vois, comment dire, c'est ce que tu fais en surface, c'est ce que les gens voient. C'est ce que tu montres aux gens, c'est ce que tu donnes à voir aux gens. Mais quand tu te retrouves tout seul, c'est ce que je disais quand je parlais de schizophrénie. T'es un peu dans ce truc-là de dire, mais en fait, c'est pas moi, ça, tu vois. Mais tu joues avec, en fait. Et en fait, il y a un moment même, tu prends plaisir à jouer avec, tu vois. Mais quand tu te retrouves tout seul, moi, quand j'étais chez moi, ce qui me faisait kiffer, c'était dessiner et faire de la peinture. Je peignais chez moi. Il y a quand je pense que quand vous êtes arrivé, je sais plus ce que je peignais ce jour-là, quand vous êtes arrivé, mais je crois que c'était un portrait d'Angela Davis, non, je sais plus. Ah non, 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 non. c'était un pochoir, je crois. Oui, Non. c'était un pochoir peut-être, je Ouais, crois. ouais, je crois que ouais. C'était un pochoir, je crois. Bah, tu vois, je m'amusais à peindre des figures historiques, tu vois, Angela Davis. C'était une époque où je m'intéressais beaucoup à la vie d'Angela Davis, tu vois. Ok. Et j'avais fait plein de peintures sur elle et tout ça. Et c'est ça, en fait, c'était une manière pour moi de m'exprimer à l'époque. Parce que j'avais pas parlé d'Angela Davis avec mes amis enfin, tu vois, Oui, oui, c'était oui. beaucoup trop, Ton exutoire, quoi. voilà. Ok. Donc pour moi, c'est comme ça que j'ai abordé la peinture. Et le dessin aussi, tu vois, Tu dessines. ouais, je dessinais beaucoup. Bon, là, j'ai arrêté maintenant parce que j'ai plus trop de temps, mais je dessinais beaucoup. J'étais passionné par ça, tu vois. Mais vraiment, la peinture, oui, ça a compté pour moi. Ça a D'accord. compté pour moi. Et j'ai D'accord. encore des toiles chez moi. Il y en a une là d'ailleurs que j'ai mis dans les toilettes, ça m'a. Ok. Mais oui, Ok. ça m'a. Et tu te verrais exposer? Non, non, parce que j'ai pas la prétention de. Pourquoi pas? Non, parce que en fait, c'était plus de l'ordre du privé. C'était pas quelque chose qui était fait pour être montré, en fait. Bah, je pense que est-ce que tout peintre, tout artiste n'est pas quelque chose, à part par le cinéma, mais est-ce que quelque part, quand tu es dans l'œuvre artistique, est-ce que ça ne commence pas déjà juste tout simplement par le privé? Si, mais tu vois, il y a une dimension de l'ordre du commercial. Ah oui. Ok. Que déjà, moi, j'ai pas la prétention d'être un peintre. Je me considère pas comme un peintre. J'ai jamais pensé pouvoir être peintre un jour parce que j'estime que j'ai pas les compétences. Et de deux, c'est des choses en fait, que je veux garder. C'est mon jardin secret, en fait. C'est des choses que je veux garder pour moi. Jardin secret que tu auras livré chez Ami Parcours. Exact. Là, comme tu as dit tout à l'heure en introduction, tu as dit que tu fais beaucoup de choses. Mm. Et donc là, je me pose la question, où est-ce qu'on verrait Marc dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a quand même un étau qui se resserre sur une chose plus qu'un autre? Ouais, clairement, oui. Bah, tu vois, quand je parlais d'expérience tout à l'heure, et je parlais d'erreurs avant, en fait, les erreurs que j'ai pu commettre aujourd'hui, elles me permettent de me dire, en fait, ça, certes, tu aimes bien, mais est-ce que tu te vois continuer dedans? Et en fait, tu procèdes par élimination. Et une fois que tu as fait ça, il y a des choses qui restent et tu te dis, bah, ça, j'ai de l'expérience dedans. Donc, en fait, ça
ça me plaît, et en plus j'ai l'expérience, bah, j'y vais à fond parce que ça, je me vois dedans, tu vois. Je me vois bien dans les années à venir, je me vois bien dedans. Et puis à côté de ça, il y a des choses qui te plaisent, mais dont tu comptes pas faire un métier, tu vois. C'est vraiment de l'ordre du loisir, du passe-temps, et puis de l'histoire, tu vois, du truc que tu fais pour kiffer et tout ça. Histoire de dire, je l'ai fait. Et donc moi, je suis dans cette phase-là. C'est-à-dire que j'ai sélectionné des choses aujourd'hui dans lesquelles je sais que j'ai de l'expérience et qui vont déjà me permettre de manger, de m'assurer un bel avenir, nourrir mes enfants, et puis garder cette espèce de joie là quand je vais au boulot le matin. J'ai ça dans lequel je continue, parce que je sais que mon talent est reconnu là-dedans, mes capacités et mon expérience sont reconnues là-dedans. Oui. Puis à côté de ça, j'ai des choses qui me passionnent que je fais parce que je kiffe, parce que j'ai un peu de talent aussi pour ça, et puis que je fais aussi pour aider les gens et tout ça. Notamment là en ce moment, je travaille sur la musique en ce moment, D'accord. parce que la musique aussi ça a compté pour moi. Oui, Tu vois. oui, oui, Et c'est comme vrai, je tu me m'as suis fait parlé. une grosse expérience musicale, j'ai découvert plein d'artistes à cette période-là, quand j'étais encore en école d'art, ou j'étais dans un moment où j'étais dans une bulle complètement, où je me suis fermé tout et j'ai appris plein de choses, tu vois. Et il y a un truc aussi que j'ai eu la chance d'avoir, c'est l'oreille musicale, tu vois. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une facilité à dire, bah, quand j'écoute un truc, je me dis, ah, ça c'est bien, ça peut marcher, ça par contre, en ce moment, tu vois, et du coup, j'aide les artistes, tu vois, à se construire comme À se ça, construire. voilà, D'accord. je suis un peu du consulting musical. Et D'accord. ça, je kiffe faire ça. Ok. C'est-à-dire que prendre un artiste qui fait rien, tu vois, dont tu reconnais déjà le talent, déjà, et te dire, bah, on va travailler ensemble, t'inquiète pas, je vais t'aider, là, on va y arriver, tu vas faire ça, fais ci comme ça, fais ça comme ça. Puis arriver à voir l'artiste s'épanouir et tout ça, ça, je kiffe aussi. D'accord. Donc, j'ai mon truc à côté qui me permet de manger et que j'aime bien et qui me permet de grandir, être un homme et compagnie, Ouais. selon la société, Oui, niveau social et compagnie. Puis, il y a le truc que je fais à côté qui kiffe, peut-être que ça peut marcher un jour, tu bien vois, sûr. ou que je D'accord. kiffe faire, Ok. Ouais, le sens des responsabilités, sans quoi. responsabilité. Puis, Ok. les priorités aussi, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour la réalisation, je t'avoue que moi, j'ai, sur ton parcours, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Hmm. C'est mon côté là, très Mhm. analyste et très psychologue, un peu, Mhm. de basse-cour, Ouais, si je bah, peux dire ça comme ça. Mais on est c'est là, tous je pense que psychologues. l'aspect réalisation, Ouais. un des moments où j'ai vu le plus tes yeux s'illuminer, c'est quand tu as parlé de Ah oui, c'est vrai. réalisation. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, et comme je te disais, c'est un de mes plus grands regrets. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai peut-être dans une autre vie, je sais pas, hein, Et mais pourquoi pas en indé? ça, je sais pas si j'ai la force. C'est-à-dire que si je m'y mets, moi je me connais. Si je m'y mets, je vais me mettre à fond, et au risque de passer à côté d'autres choses. Et comme je te parlais tout à l'heure de priorité, Oui. bah ça va être un rêve un peu inassouvi, quoi. Mais quand je te parlais de priorité, oui, ça pour moi aujourd'hui, j'aime beaucoup, mais j'ai pas les capacités mentales pour me lancer dedans, tu vois. Et si, ce n'est qu'une proposition, hein. Mhm. Et si, déjà, une idée de faire peut-être partir plus sur des courts-métrages, donc c'est plus court, Mhm. ça demande, je pense, Ouais, hein, ouais. peut-être que Ouais, je ouais, m'abuse, hein, clairement, ouais, oui. tu peux me Oui, c'est corriger. plus court. Oui. C'est plus court, donc ça demande moins de réserver moins de temps et tout ça pour Mhm. le faire. Donc, allier court-métrage et peut-être clip, et donc aspect musical dans lequel tu es. Mhm. Donc, de réussir à combiner musique et image, donc à Mhm. travers les clips, et proposer à tes artistes de faire des clips plus thématiques, plus axés cinéma. Ouais. Et là, bah, tu Oui, exploses entre oui, guillemets, pourquoi tu pas. vois? C'est une piste à explorer. Mais déjà, faut avoir l'envie. Déjà, ça demande des moyens Bien financiers. sûr. Tu vois, faut acquérir du matériel. Faut avoir envie, tout simplement. Tu vois. D'accord. Ok. Et Et là, là, l'envie, tu l'as aujourd'hui, pas? en fait, le plaisir que je prends aujourd'hui, moi, à m'intéresser à la réalisation, c'est regarder les films. D'accord. Ça, Ok. c'est principalement ce que c'est-à-dire que je suis dans une phase aujourd'hui où je regarde beaucoup, beaucoup de films, et ça, c'est mon plaisir. Ok. Parce que, Ok. et en plus de ça, il y a une chose aussi, une autre dimension, c'est que le cinéma aujourd'hui, c'est de l'argent. En fait, Oui. c'est devenu un truc, c'est du showbiz. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grands réalisateurs, ah bah, faut que ça marche. C'est-à-dire que Oui. le producteur, il va te dire, la maison de production, il va te dire, faut faire rentrer de l'argent. Et t'as très peu de films comme ça dont on n'attend pas forcément qu'ils fassent plein d'entrées. Il y en a pas, quasiment pas beaucoup. Ouais. Donc, moi, c'est ces choses-là qui m'intéressent. C'est vraiment,
Je te donne un exemple tout bête. Avatar, par exemple, je l'ai toujours pas vu. Ouais. J'avais adoré Avatar, Ouais, mais ouais. je l'ai toujours pas vu. Parce que voilà, c'est devenu un peu trop... tu sais, quand tu vas aller au cinéma pour voir le film, faut attendre 1 heure. Enfin, Du coup, juste pour rester un peu filé un peu sur cette thématique, si tu devais nous recommander, parce que je suis un peu aussi cinéphile en fait, Ok, ok. et comme un peu vraiment comme toi, avec j'ai une période où je regardais, j'enchaînais des films indépendants, Mhm, 3-4 à la journée, tu mhm. vois, donc c'était justement, j'étais beaucoup dans cet aspect-là, la recherche artistique. Ouais, Bon, peut-être pas aussi poussé que toi parce que toi, t'as ouais. fait une école de réalisation, tout ça, mais j'étais vraiment sur l'histoire, l'univers, la couleur Ah, d'image, la photographie, la ouais. Ouais. photographie. Tu vois, quand je regarde des clips avec certains clips afro gospel, Mhm, afrobeat et tout avec ma femme, je lui dis, regarde, t'as vu ce clip-là, t'as vu la mhm, photographie, ça c'est, il est bon parce qu'en fait, chaque partie du clip, tu peux mhm. le prendre et aller le mettre prendre une photo, aller Ouais, le mettre dans ouais. dans une galerie d'art, tu Ça vois. veut dire que t'es passionné par la photo. Ça Wow. veut dire, en fait, c'est ça, et moi, c'est ce qui m'a poussé vers le cinéma. Ok. C'est-à-dire que moi, je suis passionné de photo, j'en fais aussi accessoirement de la photo. Mais tu vois, la photo, pour moi, c'est le meilleur témoin d'une époque, même Oh, plus que le cinéma. ok. Et le Oui. cinéma, en fait, c'est de la juxtaposition d'images photographiques, tu vois. Et la photo, en fait, une photo peut te donner plein d'informations sur une époque que t'as pas connue, que tu es loin de pouvoir connaître. Ouais, C'est-à-dire que sur laquelle t'as même pas d'éléments pour te renseigner. bien sûr. Mais juste avec la photo, tu peux très vite appréhender cette époque-là, tu vois. Mm. En fait, ça veut dire que tu es passionné de photo. Tu devrais peut-être t'intéresser un peu plus à la photo. Ok, ok. Ouais, non, mais à un moment, je faisais un peu de photos. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me remette peut-être. Ouais, la photo, Ok, c'est ouais. génial. Et du coup, si toi, un coup de cœur cinématographique? Alors, Un ou plusieurs, hein, peut-être la question ouais, est il y en a difficile. beaucoup, mais en fait, tout dépend de l'aspect sous lequel tu abordes le film. Si tu abordes le film sous un aspect très technique, Ok, du style réalisation, coup de maître, tu sais, cinéma avant-gardiste et tout ça, il y en a beaucoup, tu vois. Il y a c'est des trucs même un peu, j'ai honte de dire, tu vois, il y a des mais trucs, non. c'est trop technique. Il y a le cuirassé de Potemkin, c'est vraiment avec les plans. Enfin, il y a un moment, il y a une poussée qui descend qui tombe sur les marches. Mais si un film passe partout, Ouais, que tu peux regarder sans forcément être très expert en cinéma, d'accord. que moi j'ai beaucoup aimé, c'est un film qui est bizarre aussi, mais Ouais, il faut se mettre dans le truc, en fait, il faut ok. arriver à se mettre dans le truc. Ça s'appelle The Lobster. Lobster, comme écrevisse en Oui, anglais. bien sûr. C'est un film en noir et blanc. Il est génial. Il est fait avec, je crois que c'est, comment il s'appelle, l'acteur irlandais, Colin Farrell et Léa Seydoux. Et je te raconte l'histoire brièvement. En fait, c'est un film où, ce qui m'a plu, c'était l'histoire d'ailleurs. C'est un film où, en fait, le célibat est interdit. Ils vivent dans un monde, dans une ville où je sais pas si je peux dire une ville ou un monde même, le célibat est interdit. Et t'as des organisations étatiques qui sont là pour mettre les gens en couple. Et quand en fait, ils t'arrangent un date avec des gens. Ils recensent tous les célibataires, ils arrangent des dates. Et quand quand ça matche pas, en fait, je crois qu'ils te laissent 1 ou 2 chances ou 3 chances. Quand ça matche pas, ils te transforment en un animal de ton choix. Ok. Alors, ce qui fait que les gens sont forcés de se mettre en couple. Et en fait, ça dépeint un peu les relations humaines, Oui, tu vois. oui, oui. Entre hommes, c'est principalement sur l'hétérosexualité, donc entre hommes et femmes. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, c'est pas si loin de ce qu'on vit, en fait. Parce Bien sûr. que, déjà, les célibataires, ils sont un peu considérés comme des parias aujourd'hui. Et Et- puis, les gens se mettent en couple, mais ça dure pas. Donc, en fait, tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en couple? Parce qu'il est génial, ce film. ok. Il est vieux, il doit avoir peut-être 10 ans maintenant, Ouais, ou ok. 10 ou 12 ans. Mais le titre me dit vaguement quelque chose. Lobster. Je sais pas. Sur l'affiche, en fait, l'affiche en noir et blanc, t'as Léa Seydoux et Colin Farrell. Ok, ok, Et en je fait, connais lui, à pas. la fin, il demande d'être transformé en écrevisse. D'accord. Mais c'est génial, tu devrais le voir. Et Ok. là, la photo te plaira parce qu'il est en noir et blanc, il est hyper, comment dire, c'est purifié, c'est vraiment aseptisé, c'est sublime. D'accord. Génial, Mm. génial. Ok. Donc, là, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de cinéma, on a parlé de réalisation, on a parlé de photographie. Donc, du coup, là, pour conclure, pour Mm. aller vers la fin, Mm. s'il y a une chose il y a une morale qu'on doit tirer de ton parcours, lequel serait-il? Bah, ouais, tu vois, je pense que, pour revenir au premier mot que je te disais là, Apprentissage. apprentissage et expérience. Je vais pas là, je vais pas te rejouer la carte des erreurs parce que les erreurs, forcément, on en fait. Ça fait partie du parcours. Mais moi, il y a une chose sur laquelle j'insiste
Et je dis tout le temps à mon petit frère, enfin à mon frère et ma sœur, mes petits frères et sœurs, prenez le temps d'apprendre. En fait, il faut prendre le temps d'apprendre. Faut se poser un moment et se dire, faut que j'apprenne plein de trucs. Plein de trucs. Tout ce qu'on apprend, j'ai jamais perdu. Peu importe ce que tu apprends, tu auras toujours un moment donné où tu vas tirer un bénéfice de ce que tu as appris. Moi, le fait d'apprendre, ça m'a permis de pouvoir me faufiler entre les différentes classes sociales. Parce que clairement, j'ai pas de mal aujourd'hui à m'adresser à quelqu'un qui est socialement, entre guillemets, haut placé, et puis quelqu'un qui, à l'inverse, tu vois, donc, faut apprendre plein de choses. Parce que c'est ça qui déjà, ça te constitue une culture générale, c'est ce qui va faire que tu arriveras à te déplacer dans la société. Parce qu'aujourd'hui, quand t'as pas de culture, en fait, faut s'ouvrir, être capable de se mettre de faire une introspection, de se dire, ça demande beaucoup d'humilité, hein, de se dire ça, je connais rien du tout, ça m'intéresse, je vais apprendre des trucs là-dessus. Je connais rien du tout, emmagasiner le maximum de savoir. Et après ça, l'étape d'après, forcément, on fera des erreurs, mais l'étape d'après, c'est de te dire, j'ai appris ça, je sais, mais dans ces trucs que j'ai appris, il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres. Tu vois? Mm-hmm. Et sur ces choses-là, faut capitaliser. C'est-à-dire qu'il faut se faire une expérience dessus. Okay. Pourquoi je dis ça? Parce que, et je le vois aujourd'hui, les gens qui réussissent, entre guillemets, réussissent toujours parce que ça dépend de ce qu'on appelle, mais je parle de réussite sociale, c'est des gens qui ont su capitaliser sur les expériences. Bien sûr. Tu vois, parce que le talent, ça fait pas tout. Ouais, le talent, aujourd'hui, tout le monde a du talent, peu importe le domaine. Tout le monde a un talent. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va te regarder toi qui a un talent par rapport à l'autre qui a une expérience dans le même domaine, qui a pas forcément le même talent que toi, mais on sait qu'on peut lui faire confiance parce qu'il a une expérience. Toi, tu as du talent, mais t'as pas d'expérience. Tu vois. Ouais. Donc, lui, il a une expérience, donc on peut se dire, on va lui faire confiance parce qu'il a déjà eu à gérer ce genre de cas de figure. Génial. Donc, faut faire des expériences. Faut tenter des trucs et ce qu'on tentera, soit ça marche, soit ça marche pas, mais quand ça marche pas, c'est des erreurs qui nous donnent encore plus d'expérience. Et quand ça marche, ça rajoute encore l'expérience. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est l'expérience. Ok, génial. J'ai encore beaucoup de choses à se dire. On a encore beaucoup de trucs à se dire. Je pense qu'on fera un épisode 2 parce que t'es tellement multidisciplinaire que là, en fait, il y a tellement de choses. J'ai juste fait l'erreur. J'ai pas demandé, du coup, le nom de ta marque, la marque que tu avais. Shins. Alors, on a mis l'Instagram est encore actif, mais on a mis ce temps-là, ça s'appelle Shins. CHINTZ. Ok, Shins. Ok. D'accord, super. Et ok, du coup, donc en recommandation, lecture, parce que j'ai compris que tu lis beaucoup. J'aime beaucoup, en fait. Tu as un univers très artistique et ça, j'aime bien. Je pense qu'il y a un accent qui sera mis sur ce podcast-là sur vraiment le côté très artistique. Avec plaisir. Et un livre, du coup, tu as déjà recommandé un film, un livre, une musique à recommander du moment ou quelque chose de vieux. Un livre, qu'est-ce que je pourrais... Le Petit Prince. Le Petit Prince? Ouais, nice. Le Petit Prince. Nice. Ouais, c'est vrai, Le Petit Prince, sympa. Je pense que Le Petit Prince, ça résume pas mal de choses. Ouais. Oh, cool. En fait, pourquoi Le Petit Prince? Parce que... Ouais, dis-moi. En fait, Le Petit Prince, je pense que c'est un livre qui te permet de voir la vie sous plusieurs angles, en fait. Faut essayer de retourner un peu le miroir pour voir ce qu'il y a derrière. Pas juste se contenter de ce qu'on a en face de soi. Bien sûr. Le Petit Prince. Après, il peut y en avoir plein d'autres, hein, mais bon. D'accord. Le Petit Prince, moi, c'est quelque chose, c'est un livre qui m'a bouleversé. Je pense comme beaucoup, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si tu sais que c'est le livre le plus traduit au monde. Ah oui, bah oui. Après la Bible. Ouais, après la Bible. Bien sûr. Oui, parce que les gens le disent pas souvent, mais oui, bon, le livre, on va dire le livre, de toute façon, on va dire que la Bible, c'est un condensé de plusieurs livres. Donc, donc oui, finalement, oui. C'est le livre, tu vois. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, clairement. Ouais. Ok. Franchement, merci beaucoup, Marc. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci, écoute, moi aussi, hein, Et tout ce que je peux te souhaiter, c'est un parcours encore plus florissant. Ouais, plus concentré. Ok. Allez, à très vite. À très vite. Ciao. Merci, ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.